On va poursuivre cet échange sur la data avec trois invités. Alors, on va peut-être démarrer avec vous. Amélie Poisson, vous êtes directrice marketing client et marque de La Redoute. La Redoute, en quelques mots, en quelques chiffres, rappelez-nous le poids qu'a pris désormais le mobile dans votre activité. Alors, je ne vais pas faire la question qui connaît La Redoute? Non, tout le monde connaît La Redoute. Par contre, peut-être certains connaissent moins où on en est de notre transformation. Donc, La Redoute est aujourd'hui un leader en e-commerce, en mode et maison, et en pleine transformation. Sur le mobile, on considère qu'on est assez mature, même s'il y a encore beaucoup de choses à faire. Notre trafic est pas loin d'être autour de 55% en France, beaucoup plus en Europe. Au UK, c'est beaucoup plus. Et en termes de vente, on est déjà à 32% là, et ça monte à peu près toutes les semaines. On passe vraiment à le Black Friday, là, on a encore passé un cap, et on sait qu'aux prochaines soldes, on va en passer un autre. À votre gauche, Julien Lechat, bonjour. Vous êtes e-Acquisitions Director chez Air France. Air France, évidemment, tout le monde vous connaît également. Et que pèse le mobile aujourd'hui dans votre activité ? Alors nous, tout comme La Redoute, on est une vieille dame, on existe depuis plus de 80 ans. Mais... on est vintage, on n'est pas du tout des vieilles dames. Mais pour autant, on est vintage, donc c'est chic, mais on a su se digitaliser. Donc Air France est maintenant le troisième e-commerçant en France et le premier à l'international. On est présent dans 135 pays. Sur le mobile, sur le digital de manière générale, c'est plus d'un tiers de nos ventes maintenant qui se font online. On a sur le mobile, c'est plus de la moitié de nos visites de sites qui se font sur mobile. Sur les ventes, c'est encore un peu moins, mais pour autant, on sait qu'il y a 2/3 de nos parcours qui vont commencer sur mobile. Donc, un billet d'avion, ça reste un produit compliqué, ça reste un produit cher. Donc c'est vrai qu'il y a encore une part des conversions qui se font de façon importante sur desktop. Mais du coup, notre challenge, c'est vraiment le parcours dans son ensemble et d'être mobile, y compris sur desktop, si on peut dire. Et on va y revenir. Et notre troisième invité, Nicolas Schmitz. Bonjour. Alors, vous êtes le CEO de Performix France. Rappelez-nous un petit peu l'activité de cette grande agence digitale. On est un peu moins connu qu'Air France et La Redoute, en tout cas du grand public. Performix, en fait, est l'une des 5 agences médias de Publicis Media. On est spécialisé dans le performance marketing digital. Très concrètement, c'est l'activation sur des canaux comme le search ou le social, qui sont forcément très impactés par le mobile et de plus en plus. On travaille aussi avec de gros départements de data, donc sur les solutions techniques et sur l'analyse en fait de performance pour nos clients, sur lequel le mobile devient central dans les discussions qu'on peut avoir tous les jours avec les directeurs acquisition ou les directeurs marketing des marques qui travaillent avec nous. Qui sont vos principaux clients ? Beaucoup, Bouygues Télécom, on a la chance de travailler avec Air France et La Redoute, on travaille aussi avec beaucoup de e-commerçants et puis après avec des marques très connues de tous les jours, de grands annonceurs comme L'Oréal, Nestlé ou des banques. Très bien, et on salue Maurice Lévy qui nous regarde évidemment en direct. Tout à fait, c'est sûr. Alors table ronde sur la data, Amélie, on disait tout à l'heure que le smartphone allait être un producteur de données. Aujourd'hui, vous recherchez quel type d'informations sur les mobinautes ? L'intérêt du mobinaute, c'est que le téléphone est personnel, donc c'est vrai qu'on parle de smart data, mais du coup, c'est vrai que cette data, elle est plus pertinente. Donc, dès qu'on a une data mobile qu'on utilise en recommandation produits, pour pousser du CRM, pour aller personnaliser en display, on a une efficience qui est beaucoup plus forte. Alors concrètement, c'est un device personnel, c'est un device aussi qui se déplace. Vous êtes à la recherche de ce type d'informations sur la géolocalisation, par exemple ? La géolocalisation est un exemple concret sur la mode, la météo. C'est un business qui est très météo-sensible. Donc on teste des choses en poussant par exemple des requêtes search différentes en fonction de là où vous êtes avec la météo. On a aussi ouvert... Donc la météo, typiquement, c'était des données qu'on avait a priori relativement pas sur desktop.
qu'on peut la trouver sur mobile, qu'on avait, mais on va dire qui est plus intéressante en géolocalisation avec la partie mobile. Voilà, il y a des choses plus intéressantes à faire. Évidemment, en Drive to Store, c'est intéressant. Donc, on n'a pas de chaîne de magasins, mais on a ouvert des points de vente, notamment la Redoute intérieure dans le Marais ou des magasins MPM. Il y en a un avenue Victor Hugo. Et on teste de plus en plus des résultats de requêtes en géolocalisé et ça pousse du trafic en magasin. Et ça fonctionne. Quel type d'autres données vous recherchez avec cet écran ? Alors ensuite, les données de navigation, évidemment, ça nous donne beaucoup d'input, d'insight sur nos consommateurs. Juste un point, on a déjà... Donc, la Redoute, on s'adresse vraiment à toutes les femmes. Désolée, messieurs, vous avez aussi le droit d'acheter, mais notre cœur de cible est vraiment autour des femmes 30-50 ans. Et on les suit et on voit les usages sont assez différents. On a par exemple déjà en moyenne 20% de nos clientes qui sont mobile only. Et 27% qui sont en cross-device. Et ça, c'est la moyenne sur tous les âges. Évidemment, si je vais vers une cliente plus jeune, je suis encore plus mobile. Et du coup, ces usages nous donnent beaucoup d'insights et nous font repenser même notre marketing. On en reparlera après peut-être, mais notamment autour si on fait le lien avec ce que disait Aurélie tout à l'heure, on regarde beaucoup ce qu'on appelle les moments mobiles. Et à quel moment on doit finalement parler aux clients. Donc on n'en est qu'aux prémices, hein, mais on a pas mal de tests autour de ça. À quel moment on doit s'adresser à eux, à quel moment on doit envoyer un push notification. On fait beaucoup de tests et on voit des résultats très différents. Donc c'est une réalité. Très bien. Julien également, même question. Quelles sont les données que vous recherchez sur cet écran qu'est le smartphone ? On va rechercher toutes les données de navigation comme on peut le faire sur desktop, mais effectivement il y a des données un peu spécifiques comme la géolocalisation. Donc pour du voyage, la géolocalisation c'est intéressant, ça permet de savoir où est un client, donc de lui proposer une offre au départ de la ville où il est géolocalisé, avec le bon tarif, la bonne offre. Ça permet aussi, avec nous-mêmes ou à travers des partenaires, de voir où un client est situé habituellement, donc sa ville de résidence probablement, où un client est géolocalisé de temps en temps, donc des destinations où il se rend peut-être régulièrement. Et donc si on voit qu'un client est souvent géolocalisé à Paris et de temps en temps à Nice, on pourra lui pousser des publicités plus ciblées sur des vols pour Nice. Vous parlez de données de navigation, mais j'imagine que c'est lié à son usage du navigateur, du browser mobile. Est-ce que vous connaissez aussi peut-être les applications qu'il ouvre, qu'il consomme ? Alors on connaît la nôtre, on connaît effectivement, on va pas se limiter aux navigations sur site, on connaît ce qui se passe chez nous, on essaye de tisser des partenariats mobiles ou pas que avec des partenaires du voyage. Le voyage c'est une scène assez fragmentée, donc au début on est en recherche inspirationnelle, on va aller sur des sites comme TripAdvisor par exemple pour se renseigner sur les destinations. Ensuite, on va chercher peut-être un moyen de transport. Ensuite, on va aller peut-être sur un comparateur de prix qui montre tout un tas d'offres. Ensuite, on cherchera peut-être un hôtel. Et donc, voilà, tous les partenariats de données qu'on peut essayer de tisser avec des acteurs du voyage sont intéressants pour les uns et pour les autres. Est-ce que, comme Amélie, les données de géolocalisation, vous pouvez les lier à la météo et peut-être vous en servir aussi dans vos campagnes ? Alors, on ne le fait pas actuellement. On avait une idée qu'on n'a pas encore concrétisée de se dire, tiens, on va regarder la météo du week-end et proposer aux gens d'aller à Marrakech ce week-end parce qu'il fait beau ou à Nice parce qu'il fait beau. On va les utiliser aussi pour d'autres choses. Par exemple, quelqu'un qui est souvent géolocalisé à proximité d'un aéroport, on peut penser que c'est quelqu'un qui voyage souvent. Ça, c'est un projet, mais on peut aussi se dire que pour faciliter le voyage du client, on pourra bientôt lui dire attention, vu là où tu es et vu l'horaire de ton vol, il va falloir se dépêcher, ou là non, tu n'es pas dans le bon terminal, cours à l'autre terminal. Donc c'est des choses qui pourront aussi améliorer l'expérience utilisateur au-delà du marketing. Nicolas, est-ce que le smartphone, c'est un producteur de smart data ? Ils recherchent quoi exactement aujourd'hui vos clients ? C'est d'abord un vrai producteur de data, enfin, sans parler de smart, parce qu'après, je pense que l'un de nos enjeux, c'est d'arriver à trier en fait les données, les unifier avec d'autres sources de données, donc d'autres devices ou d'autres natures. On a parlé un peu dans d'autres interventions ce matin, avec des cartes de fidélité, avec du paiement. Et c'est seulement après avoir trié, unifié les données, en fait, que finalement elles peuvent devenir smart.
Et je dirais même avant tout ça, l'idée c'est de les objectiver, donc d'essayer de comprendre, parce qu'on va revenir back to basic, quels sont les bénéfices et les objectifs en fait, auxquels on veut répondre avec ces données, avant de construire finalement le plan de récolte ou de collecte, etc. Parce qu'au final, la data est un moyen qui permet d'améliorer des critères ou des objectifs marketing, quels qu'ils soient, et pas une fin. Et d'un point de vue agence, en tout cas, nous, on rajoutera un autre critère après trier et collecter, qui est distribuer, puisqu'après, nous, on essaye évidemment d'utiliser cette donnée pour apporter une valeur additionnelle aux campagnes qu'on va être à même de délivrer. On parlait de météo. On a un client qui a des parcs d'attractions. Et évidemment, pour lui, on va utiliser la donnée de géolocalisation pour savoir quelle est la position des gens par rapport aux différents parcs. On va utiliser la météo pour savoir quelle est la probabilité de conversion à un moment ou à un autre. Aujourd'hui, je pense que peu d'entre nous ont envie de faire des tours de grand 8 vu le froid. Et en fait, on va utiliser ces données-là pour avoir des probabilités de conversion différentes et finalement adapter les enchères en search, les bids en programmatique, ce genre de choses. En tout cas, c'est la géolocalisation qui est l'une des principales valeurs ajoutées du téléphone par rapport au desktop. Elles sont toutes importantes. Donc ce que fait la personne, le comportement est important pour comprendre l'intention. Amélie parlait tout à l'heure, comprendre le moment est important parce que ça va influer sur la réceptivité des gens et donc du coup la manière dont on peut influer leurs actions. Mais la géolocalisation, j'ai envie de dire oui, c'est le plus important parce que c'est là où le mobile va finalement dépasser son rôle de device. Ça va être un peu le chaînon sur énormément de choses. Parce qu'en tant qu'agence, nous on cherche, quelqu'un a dit tout à l'heure, parler d'omnicanal, le Graal en fait c'est de comprendre aussi comment le mobile va nous permettre de recréer du lien entre le monde digital et le monde physique, et quelque part de faire dépasser la dimension du digital, de transformer uniquement sur le digital. Et du coup, la géolocalisation est essentielle, parce qu'avec le mobile, on va pouvoir savoir si quelqu'un qui a fait une recherche est allé en magasin réellement, est-ce qu'il a acheté. Il y a des solutions qui se sont montées extrêmement innovantes, qui permettent de savoir si un consommateur est allé dans un magasin d'un concurrent, et du coup avoir des stratégies de riposte. Donc j'ai envie de dire la géolocalisation est vraiment quelque chose où le mobile est plus valorisé que d'autres sources, mais ça reste un des critères parmi d'autres. Amélie, dans votre secteur qui est la mode, on voit certains de vos concurrents, notamment issus de la vente privée, qui ont imposé le système d'identification en amont à l'ouverture de l'application. Est-ce que c'est aussi des pratiques que vous êtes en train de déployer parce que sur le web, sur le desktop, on le faisait relativement peu, c'était souvent des cookies et des navigations un peu anonymes. Est-ce que ça change la donne, le mobile, en imposant l'identification des mobinautes ? Tout à l'heure, quelqu'un parlait de friction et de dire qu'on rendait la vie compliquée aux mobinautes. Et c'est une réalité autour de l'identification et des mots de passe, etc. et tout ce qui est login. Donc non, nous, on ne fait pas le choix on rentre pas où vous devez vous loguer dans une application, mais sur le site mobile, non. Par contre, à un moment donné, dans le tunnel de conversion, par rapport à l'achat, effectivement, vous devez vous reloguer. C'est un des sujets majeurs qu'on doit travailler et effacer ces points de friction. Donc ça joue c'est un problème de sécurité et de carte bancaire, mais c'est vraiment, je pense que c'est quelque chose qu'on doit effacer plutôt que d'obliger le consommateur à se loguer et à rentrer dans un site. Personnellement, quand j'arrive sur un site, alors les sites de vente privée c'est différent, c'est leur business model qui est comme ça, c'est quasiment l'idée d'être membre pour accéder aux ventes privées. Quand aujourd'hui j'arrive sur un site de mode que je citerai pas, où il faut absolument que j'ai enregistré mon compte juste pour voir la collection, alors que je ne suis pas forcément encore intéressée par le produit, j'y vais pas. Et pourtant, c'est un levier formidable d'identification oui, ça simplifie du mobile et de récupération de données. Ça simplifie la vie du e-commerçant, mais pas celle du client. Et je pense que les marques qui font ça, encore une fois, là je ne m'adresse pas pour les ventes privées, c'est un autre modèle, mais les sites qui proposent, sur lesquels il faut absolument enregistrer son compte pour regarder les produits, je pense que c'est un sujet, ils perdent des clients. Julien, chez Air France, quelle est votre religion en la matière ? Parce que je crois que ce n'est pas tout à fait la même stratégie sur le web ou dans l'application. Alors, nous, on est tout aussi gentils que la Redoute et on ne veut absolument pas forcer un prospect ou un client à faire quelque chose qu'il ne veut pas et à se loguer à tout prix. Après, évidemment, en tant que producteur, on y voit un intérêt. Ce qu'on cherche à faire, c'est surtout servir l'intérêt du client et que lui aussi, il voit un intérêt à créer un compte, à être logué.
Et donc pour ça, il faut donner des bénéfices. Donc les bénéfices, c'est montrer au client, dès qu'il est logué, l'ensemble de ses voyages ou de ses recherches, ses miles Flying Blue. Voilà, et puis après, alors des fois ça fait peur, mais finalement le client s'y retrouve aussi, personnaliser ce qu'on va lui proposer. Et voilà, c'est à travers ça en tout cas qu'on essaye de convaincre le client ou le prospect qu'il faut se loguer, qu'il faut créer un compte. Et effectivement, après, c'est clé pour réconcilier entre les différents devices, pour faciliter son expérience utilisateur, pour personnaliser les communications qu'on lui fera. Mais c'est pas plus facile de récupérer ce type d'informations sur le téléphone mobile que ça ne l'était sur le desktop? Si, alors c'est plus facile parce qu'effectivement sur l'appli, c'est souvent la norme que le client soit logué, qu'il le reste. Après, moi j'aurais tendance à dire, alors je prêche pour ma paroisse, mais que finalement, si tout le monde le fait sur l'appli, du lieu d'avoir du permanent login, pourquoi on le ferait pas sur le site, pourquoi on le ferait pas sur le desktop? Si je peux juste ajouter un truc, je suis désolée. Allez-y, Amélie. Mais en fait, ce qu'on oublie de dire, c'est que les gens qui utilisent votre application sont quand même vos meilleurs clients. Finalement, c'est ceux que vous connaissez le mieux. Alors, vous allez peut-être faire du téléchargement en download payant, mais est-ce que derrière, il est utile pour votre CRM et pour votre valeur d'entreprise? Je ne sais pas. Et du coup, en fait, bien sûr, l'appli est un parcours à part, mais l'enjeu de la data aussi mobile, c'est vraiment sur le site mobile. Et on ne va pas chercher les mêmes clients et on n'est peut-être pas forcément au même niveau de prospection ou au même niveau d'interaction avec la marque. Bien sûr. Nicolas, sur le mobile, finalement, on rentre dans un monde post-cookie, le cookie qui était central pour la récupération d'informations sur le desktop. Sur le mobile, il devient secondaire. C'est quoi, selon vous, les bonnes pratiques à avoir pour identifier les mobinautes? Aujourd'hui, on utilise majoritairement le device ID, mais je pense que beaucoup, plus ça va aller, plus effectivement, on va essayer de réconcilier en fait le mobile et utiliser finalement un ID soit annonceur, donc on peut l'appeler CRM ID, soit et certaines entreprises et publicistes y travaillent, un device d'entreprise et essayer de réconcilier ça. Les bonnes pratiques, en fait. Évidemment, on va devoir avant tout aussi penser à la privacy, la manière dont on collecte les données. Et c'est un sujet qui, en glissant dans le temps et s'approchant de 2018, va devenir de plus en plus important. Donc on va tous devoir y travailler parce qu'aujourd'hui, il y a des pratiques qui ne sont pas forcément toujours bien utilisées. Mais voilà. Et après, encore une fois, la première bonne pratique, en fait, c'est d'abord de savoir pourquoi on fait les choses et pourquoi on les collecte et quelles données on va utiliser. D'un point de vue consommateur, Julien l'a dit, c'est aussi de comprendre ce qu'on va offrir par l'expérience pour rester d'abord, je dirais, consommateur friendly avant tout, et puis après de construire une courbe d'expérience en y allant petit à petit. Voilà. Très bien. Alors, on le voit, le smartphone permet donc de fournir beaucoup de données sur les consommateurs. Les données sont parfois présentées comme le pétrole du 21e siècle. Est-ce que c'est des données qu'on doit confier à un tiers? Est-ce que c'est des données qu'on doit gérer en interne? Amélie, à la Redoute, quelle est la stratégie que vous avez? Quels sont les outils? Quels sont les partenaires? Quelle est votre vision sur ce sujet? Alors, donc tout à l'heure, Aurélie montrait un slide avec un écosystème tout à fait qui donne mal à la tête. Et le sujet, il n'y a pas un outil magique aujourd'hui. Donc nous, on a fait le choix d'internaliser et donc on collecte via plein d'outils différents selon la source de data. Et évidemment, c'est un capital. La data est un capital pour une entreprise, donc on a une conviction sur l'internalisation assez forte. Ensuite, l'enjeu n'est pas forcément n'est pas suffisant de collecter. On a dans notre équipe un Chief Data Officer qui vient d'arriver il y a 6 mois et il a l'habitude de dire « je suis venu là pour vraiment aider à retrouver de la rentabilité pour l'entreprise ». Donc c'est à quel point finalement cet enjeu de data n'est pas un enjeu quantitatif de collecte, mais bien un enjeu de qu'est-ce qu'on va faire avec cette data et comment on retrouve de la rentabilité, comment par exemple, moi au niveau marketing on dépense moins d'investissements commerciaux, comment on fournit une expérience client meilleure et du coup on fidélise, etc. et comment du coup c'est un asset pour l'entreprise en termes de rentabilité. On reviendra dans un instant sur les questions financières. En tout cas, vous avez décidé d'internaliser. Julien, chez Air France, c'est quoi votre stratégie en matière de gouvernance de la data? Est-ce que vous passez par des partenaires extérieurs? Est-ce que vous avez les outils en interne?
Je pense qu'en effet, c'est clé d'avoir une bonne vision et une bonne maîtrise de sa donnée. On a fait le choix, nous aussi, plutôt d'internaliser, donc avec une DMP interne, avec un trading desk programmatique interne, avec aussi, pour des aspects plus opérationnels, un data lake Customer 360, avec toujours le but de centraliser nos données, d'essayer de les regrouper, de réconcilier nos visiteurs avec nos clients. Donc la DMP, ça permet notamment d'avoir un identifiant unique entre un identifiant CRM et des cookies, alors avec les limites que ça peut avoir sur mobile, mais ça permet aussi finalement quand même à travers l'identifiant CRM, de matcher un cookie mobile et un cookie desktop. Bon, après, donc, je pense que c'est intéressant et important de réussir à faire le maximum de ce qu'on peut en interne. Après, on ne sera jamais autosuffisant sur la donnée et on aura bien sûr à traiter avec d'autres partenaires sur ces sujets. Nicolas, on voit deux grandes marques qui veulent internaliser leur gestion de la data. Quel doit être le rôle du coup des agences dans ce contexte ? J'ai déjà envie de commencer en disant, moi, mon point de vue, c'est interne ou externe, peu importe. Enfin, le plus important déjà, c'est pas le puits qu'on creuse, c'est où on va stocker le bidon. Le bidon va être plutôt interne, ça c'est évident, et on a de plus en plus de clients qui gardent la donnée en interne et après utilisent des couches de solutions pour la récupérer qui peuvent être externes. Ensuite, interne ou externe. Après, encore une fois, c'est l'usage en fait qui va déterminer ça. Amélie parlait de rentabilité. Je pense que c'est un des critères de choix parce qu'internaliser, évidemment, quand on est Redoute ou Air France, c'est un sujet qui se regarde au prisme en fait d'une activité assez importante. Je pense que pour des annonceurs ou des clients qui sont de taille plus réduite ou qui peuvent avoir des usages des données plus réduits, on va plutôt être sur de l'externalisation parce que ça nécessite des hommes, des outils. Et du coup, quelque part, c'est quand même un critère de choix assez important. Et donc, du coup, on peut travailler avec de l'interne ou de l'externe. Je pense qu'il faut faire attention à où on place la donnée. Et ensuite, en fonction de l'usage, on va utiliser. Si c'est essentiellement pour de l'optimisation publicitaire, on peut faire le choix de travailler avec des partenaires externes et réconcilier ça avec des données de publicité. Si c'est plutôt pour du CRM avec d'autres, finalement, on a vu tout à l'heure, effectivement, le slide était assez parlant avec tous les logos. Je pense que l'idée, c'est de penser à la manière dont on va l'utiliser et puis la manière dont on va le rentabiliser parce que je pense que c'est assez difficile pour beaucoup de clients d'investir massivement et de trouver après une rentabilité à court ou moyen terme. Alors parlons justement rentabilité. Amélie, lorsque vous utilisez ces data, est-ce que vous avez des gains significatifs sur les taux de clics de vos campagnes, sur les taux de rétention, sur les taux de transformation ? Concrètement, c'est quoi le ROI de la data mobile ? La question. Si vous faites tous ces investissements, j'imagine que c'est pour... Non, mais peut-être faut voir d'où on vient. Donc, le sujet de Redoute, c'est de redevenir rentable. Et on ne l'est pas encore, mais on est en passe de l'être. On avait un marketing digital plutôt que je qualifierais de masse, où on y allait vraiment fortement. Et là, on a fait ces dernières années ou mois avec les équipes vraiment un switch vers un marketing beaucoup plus ciblé. Et donc là, évidemment, vous avez besoin de la data. Donc en focalisant en acquisition plutôt sur le recrutement, en utilisant la data plutôt quand on a repéré les gens dans notre site, en essayant de les transformer, en évitant les doublons. Donc ça vous aide à nettoyer vos investissements, évidemment à les rentabiliser. Et donc vous voyez changer complètement votre nature d'investissement. Voilà, donc évidemment on pilote au ROI. On prenait l'exemple de la géolocalisation et de la météo. Concrètement, ça vous permet d'avoir des taux de transformation deux fois meilleurs. Ça dépend sur quoi et sur quelle catégorie. Hein, quand on va aller, c'est pas simple. J'ai pas une réponse unique. Je pense que le sujet, c'est quand même pas non. Enfin, c'est vraiment un long chemin, d'apprentissage et de test and learn. Enfin, faut pas penser que on y arrive comme ça. Avant d'avoir des résultats et des ROI et donc des pourcentages de taux de clic beaucoup plus importants, on se prend pas mal de gamelles. Julien, même question. Beaucoup d'investissements avec ces nouveaux enjeux de la data mobile. Quid du retour sur investissement ? Alors je dirais, si on le fait, c'est que le retour est bon. Après, effectivement, ça dépend de quoi on veut parler. Quand on veut faire une campagne sur notre cabine la première, c'est clé évidemment d'avoir accès à de la data et de cibler assez finement à qui on va adresser ce type de campagne. À l'inverse, quand on veut parler d'une promotion à 39 € pour aller à Toulouse, finalement ça va concerner un plus large public. Alors on peut se dire, on peut
quand même cibler ne serait-ce que des travel intentionnistes. C'est vrai que des fois on se rend compte quand on utilise de la donnée externe que le coût d'achat de la donnée externe compense pas forcément n'est pas forcément compensé par des revenus incrémentaux. Ce qui est important aussi dans l'usage de la data, et ce qui n'est pas facile, c'est d'identifier l'incrémentalité. Si effectivement je vais lancer une campagne en ciblant que mes utilisateurs, j'aurai bien sûr une bien meilleure conversion que si je ciblais très largement, mais peut-être que c'est des gens qui auraient acheté quoi qu'il arrive, même si je ne les avais pas sollicités. Donc faire du CRM onboarding, par exemple, vous voyez pas une grosse différence au final? Alors, on y voit un intérêt, mais il faut toujours quand même se poser la question de l'incrémentalité, surtout quand on investit des budgets de communication importants, de se dire est-ce qu'ils auraient acheté ou pas, et plus on cible, plus forcément on retombe sur des clients potentiels, voire fidèles. Donc c'est typiquement ce qu'on essaye de faire. Alors ça B test, ce qu'on essaye de faire en search par exemple. Est-ce qu'un client très fidélisé, est-ce qu'il faut que je l'achète en search entre guillemets, ou est-ce que c'est pas nécessaire, et voilà, et ça je pense qu'il ne faut pas avoir d'idées préconçues, il faut tester, il faut voir. Et Nicolas, dans quel segment la data mobile est la plus efficace? Dans l'acquisition, dans la conversion, dans la rétention? Ça dépend des clients, un peu des trois. En fait, on a des logiques où en fait la donnée mobile va être importante parce qu'elle va nous permettre d'augmenter la connaissance des prospects et du coup d'améliorer les taux de transfo. Dans d'autres cas, finalement, on va y trouver un intérêt à l'inverse. Et Julien le disait un petit peu, ça va nous permettre de ne pas acheter, de ne pas bider sur certains types de profils. Enfin, on est un peu dans du poker, donc dans certains cas, on connaîtra 2 cartes. Du joueur d'en face, et du coup on peut décider de se coucher, dire non mais le taux de transfo est inutile, donc on va dégager des budgets qu'on va réinvestir par ailleurs. Dans d'autres cas on va appuyer un peu plus fort. Nous on est vraiment plutôt sur la logique d'acquisition, donc on s'en sert à ces niveaux là. Aujourd'hui on est dans un monde de plateforme, donc on a les outils pour moduler les curseurs, les bids, les actions qu'on fait, et la donnée va être un critère essentiel qu'on injecte. Et j'ai envie de dire, sur les taux de transformation, on voit de vrais incréments, mais aujourd'hui on est à moitié-moitié entre effectivement une décision de non-bid, donc de limiter nos investissements. C'est pas forcément ce que certains veulent entendre dans la salle, ça nous permet de limiter certains achats qui étaient inutiles, et après on les réinvestit pour mieux connaître les clients, acheter de nouvelles données, et après faire des plans plus ciblés qui, dans un deuxième temps, ça améliore forcément les taux de transformation. Amélie, peut-être on s'approche de la fin. On évolue dans un écosystème où il y a beaucoup de fournisseurs de data. On parlait tout à l'heure de Yahoo, on peut parler de Facebook, on peut parler aussi des opérateurs qui ont beaucoup de données, on peut parler des banques qui ont beaucoup de données. Ça serait quoi pour vous la tendance, travailler avec les GAFA, au contraire faire une union sacrée contre eux? Quelle est votre vision? Alors, on va être pragmatique. Je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, on travaille pas mal avec Facebook. C'est pas le seul acteur, mais c'est un acteur incontournable sur la data mobile, par l'usage, par la qualité de la data. Maintenant, c'est pas non plus, on n'est pas non plus dépendant des GAFA. Bien au contraire, il y a pas mal d'autres acteurs avec lesquels on travaille. Mais il s'agit il faut pas être dépendant, mais en même temps, on peut pas faire sans. Sur les autres secteurs, il y a beaucoup de secteurs et on commence à avoir pas mal d'échanges avec des annonceurs non concurrents, que ce soit l'assurance, le voyage. Alors c'est une autre vieille dame, c'est pas Air France. Mais il y a pas mal de choses ou d'échanges à faire. Il y a quand même un sujet tout ça s'encadre, donc c'est pas si simple. En tout cas, on se rencontre pour partager des stratégies, pourquoi pas pour partager des partenariats. Les publishers aussi viennent nous voir beaucoup, parce que l'avantage de la data e-commerce, c'est qu'elle est très qualifiée, presque souvent plus que celle des publishers. Je risque de pas faire que des heureux dans la salle, mais c'est une réalité. Et donc du coup, il y a des partenariats intéressants à faire de toute façon, mais on voit bien, on est très sollicité, donc ça veut dire que ça a une vraie valeur. Julien, même analyse? Oui, même analyse. On ne fera pas sans les GAFA, mais on doit aussi savoir faire autrement, ne serait-ce que parce que on aura besoin de Facebook, on aura besoin de Google, de Yahoo. De Yahoo également. Donc la donnée circule des fois mal d'un GAFA à un autre, donc on aura besoin à notre niveau aussi de pouvoir
avoir la vision globale de ce que font nos utilisateurs qui sont sur Facebook, qui sont sur Google, qui sont sur Yahoo. Et voilà, il faut pouvoir réconcilier tout ça et pas avoir une vision mono-GAFA. Après, si on parle du mobile, ce sont quand même eux qui ont la meilleure vision cross-device. Donc s'appuyer sur Google, sur Facebook pour mieux adresser nos clients et nos prospects sur leurs différents devices, c'est clé. Alors après, on voit des démarches comme celle de Facebook avec Atlas, où on se dit, ce match cross-device, pourquoi le garder que sur Facebook? Pourquoi pas l'étendre un peu à un environnement plus large? Oui, donc soyons pragmatiques, utilisons ce que les GAFA ont nous donné, essayons de garder notre âme malgré tout, et essayons d'avoir notre vision propre. Nicolas, très rapidement, on a vu que certains acteurs parmi les GAFA avaient parfois, en étant jugés partis, été critiqués parce qu'on pouvait douter aussi de l'objectivité de leurs chiffres. Ça doit être quoi la bonne approche vis-à-vis de ces acteurs? C'est moi qui ai droit à cette question. Et je rajoute Amazon quand même dans les GAFA, parce que je pense que c'est un acteur qui va aussi être assez essentiel, et notamment pour les acteurs qui ne sont pas e-commerçants. Les bonnes pratiques et la manière de travailler avec les GAFA, enfin, je pense qu'on est tous à peu près convaincus que la bonne approche, c'est déjà d'utiliser des tiers quand on le peut. Et puis les récentes péripéties de certains GAFA, je pense, vont permettre de l'accélérer, les tiers de confiance, pour essayer d'unifier un peu ces mondes fermés entre GAFA et d'avoir des normes un peu particulières. L'union sacrée, c'est assez difficile à faire. Il y a beaucoup d'autres champs que les médias ou le mobile qui ont essayé de le faire. C'est assez compliqué, mais moi je crois beaucoup quand même aussi au rôle des opérateurs et des banques là-dedans. Et on voit que dans d'autres marchés, peut-être avec d'autres normes, d'autres contraintes, les opérateurs ont un poids important. Et puis je pense qu'on dépassera assez vite le digital aussi pour arriver vers les box et d'autres écosystèmes. Donc il y a un terrain de jeu qui va se modifier et qui peut revoir les sujets. Après les GAFA, je pense qu'il faut essayer de contrôler, il faut essayer d'utiliser des tiers. Il faut effectivement, c'est des partenaires essentiels parce qu'aujourd'hui c'est les seuls qui sont sur du people-based mobile et à l'échelle extrêmement puissant. Ils ont aussi un terrain de jeu qui est mondial, donc ils arrivent en France avec des solutions là où il faut les monter par ailleurs, c'est compliqué. Donc voilà, il faut compter avec eux, il faut travailler avec eux, il faut essayer aussi d'avoir des tiers. Très bien. Ça sera le mot de la fin. En tout cas, on invite tout le monde à faire ses courses de Noël sur le site de la Redoute, à partir en vacances évidemment avec Air France, et puis à confier ses budgets publicitaires et marketing à Performix, bien évidemment. Merci à tous les trois en tout cas pour votre présence. Bonne résolution. Ouais, même un forum.